faut rappeler dans vos travaux, Monsieur Chartier, les différentes révolutions de la lecture qui sont liées à la fois à des évolutions du support, comme le passage du rouleau au codex, par exemple, mais aussi à des évolutions des modes de diffusion. Ce fut le cas, par exemple, avec le passage de la lecture orale à la lecture silencieuse, puis avec l'apparition de l'imprimerie, ou encore à la fin du XVIIIe siècle, l'essor de la lecture dite de distraction. Face à ces précédentes révolutions du livre, comment vous mesurez l'ampleur de la révolution numérique qui combine à la fois un changement de support et un changement de mode de diffusion aujourd'hui? Et peut-être même un changement de mode de lecture. Donc je pense que vous touchez le point essentiel, c'est-à-dire une révolution qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est une révolution de ces trois éléments. L'un qui est la technique que l'on utilise pour reproduire des textes, invention de l'imprimerie par rapport à l'écriture à la main. L'autre qui est le lieu, la matérialité de l'inscription du discours, et vous évoquez le passage des rouleaux de l'Antiquité au codex des premiers siècles, au codices des premiers siècles de l'ère chrétienne, dont Gutenberg hérite. Et de ce point de vue-là, lui ne crée pas une révolution du livre, il crée une révolution de la technique pour reproduire des textes. Et troisièmement, les pratiques de lecture qui peuvent être profondément transformées en liaison ou non avec ces transformations morphologiques et techniques. Et dans le cours de l'histoire, ces trois registres n'ont pas été synchrones. Et on pouvait avoir l'invention du codex alors qu'on continuait à copier les livres à la main. On pouvait avoir l'invention de Gutenberg alors que les livres avaient la forme qu'ils avaient depuis 10 siècles ou 15 siècles auparavant. Et les révolutions de la lecture, vous en évoquez deux, elles se situent dans des moments de certaine stabilité technique ou morphologique. La révolution numérique est les trois choses à la fois. Et je crois qu'à partir de ce constat, on peut comprendre pourquoi elle met en question à la fois la façon que l'on a de définir ce qu'est un livre, et d'autre part, l'ordre des discours, l'ordre de l'écrit, puisque le lecteur qui est confronté maintenant à la révolution numérique, et je parle des lecteurs qui ne sont pas nés avec la révolution numérique, ce qui est un problème qu'on rencontrera peut-être, mais qui est fondamental, parce que c'est sans doute une des césures les plus importantes. Pour des lecteurs qui sont passés du monde de l'écrit manuscrit et de l'écrit imprimé au monde du numérique, ils étaient constitués par trois héritages. Cet héritage d'être habitué à des formes d'imprimés qui sont des formes codex, un livre, c'est-à-dire des cahiers, des feuillets, des pages, en même ensemble. C'est la forme du livre, c'est la forme de la revue, c'est la forme du journal. Donc une habitude de rapport à l'écrit avec la forme codex. C'était le premier héritage. Le plus récent, c'était Gutenberg. On a l'habitude d'un livre ou d'un journal ou d'une revue imprimée. Entre les deux, il y a une transformation qui a été un peu sous-estimée et qui est pourtant très importante pour nous. C'est-à-dire pour nous, un livre, c'est à la fois un objet, différent d'autres objets dans la culture écrite, mais c'est en même temps un discours. Le livre d'Umberto Eco, c'est le roman d'Umberto Eco qui est publié dans des centaines ou des milliers ou des millions d'exemplaires imprimés de ce livre. Mais dans chacun de ces exemplaires, il y a l'unité entre l'objet, je peux aller acheter le livre, l'œuvre, le roman et le nom propre. Et cette association entre un nom d'auteur, une œuvre au sens d'un texte séparé, ou une œuvre comme les œuvres complètes ou supposées telles, et un objet, était l'héritage qui s'est mis en place avant même l'invention de Gutenberg pour les auteurs en langue vulgaire entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle. Donc ces trois héritages qui ont été incorporés, intériorisés par les lecteurs. Et ce sont ces héritages qui sont évidemment mis en question par le monde numérique, puisque dans le monde numérique, il n'y a plus pour la première fois de lien obligé entre un objet et un discours. Le livre d'Umberto Eco, c'est un objet et dans lequel il y a ce texte-là. L'écran de l'ordinateur, quel qu'il soit, c'est un écran sur lequel peuvent apparaître tous les textes, à condition qu'ils aient une forme numérique. Et d'autre part, c'est un écran sur lequel on peut lire et écrire tout ensemble, alors que le livre imprimé, la revue imprimée, laisse peu d'espace pour les lecteurs. Ils peuvent insinuer leur écriture, mais l'objet n'est pas en attente de leur écriture manuscrite. C'est une source
source précieuse pour les historiens, pour l'histoire de la lecture, mais c'est un ajout, une intervention dans le texte imprimé. Et donc il y a là une rupture dont on n'a peut-être pas complètement pris la mesure, dans la mesure où elle est accompagnée par une très forte survie de la culture au moins imprimée. Culture manuscrite, c'est une autre question. Est-ce qu'on écrit toujours autant de lettres à la main, de journaux intimes? Est-ce que même, comme on le voit dans certains États américains, on continue à apprendre à écrire, c'est-à-dire d'écrire à la main, et non pas simplement à apprendre l'écriture qui est celle de l'imprimerie ou de l'ordinateur et directement sur un clavier? Alors donc cette rupture-là, elle est très fondamentale à mon avis, cette idée qu'il n'y a pas d'association entre un objet et un discours, quel qu'il soit, qui peuvent apparaître sur la surface illuminée de l'écran, en général dans des formes qui peuvent être décidées par le lecteur lui-même, et qui brisent du coup ce qui était un autre élément de ces héritages, c'est-à-dire l'ordre des discours. On a le livre, on a la revue, on a le journal, on a la lettre manuscrite, on a la fiche, on a l'archive, et de chacune de ces formes matérielles données à l'écrit était attendu un plaisir, une utilité, il y a un ennui. Donc il y avait comme un ordre immédiatement perceptible. C'était l'ordre que l'on peut trouver dans la cité. Les affiches contre les murs, les formulaires administratifs, l'ensemble des productions imprimées dans une librairie, le rapport entre l'archive et la bibliothèque. Donc il y avait tout un ordre qui était construit à partir de la différence entre la matérialité de l'inscription de l'écrit. Et c'est aussi cet ordre-là qui est effacé à partir du moment où cet écrit, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la fonction, quelle qu'en soit l'attente, est donné sur le même support. Mais vous parleriez du coup encore de livres numériques ou est-ce qu'il faudrait parler de... Avec des guillemets peut-être, parce que bon, c'est une question ancienne. Qu'est-ce qu'un livre? Et dans certains textes, j'ai évoqué le fait qu'elle est posée par Emmanuel Kant dans la doctrine du droit de la métaphysique des mœurs. Alors il pose la question, qu'est-ce qu'un livre? Parce que la question est celle de la propriété. Si un livre, c'est un objet, qui est propriétaire? Celui qui a acquis l'objet. Et donc, il y a bien un droit réel. Mais pour Kant, et pour tous les écrivains des Lumières, il y avait un droit supérieur, qui était un droit personnel, c'est-à-dire qui devait protéger leur propriété sur le texte. Et donc, il fallait construire, à partir de ce moment-là, le livre, non plus simplement comme un objet qui appartient à celui qui l'a acquis, mais comme un discours qui appartient à celui qui l'a produit. C'est l'origine du droit d'auteur. Exactement. C'est l'origine du droit d'auteur, du copyright, le mot apparaît au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Et donc, le livre, c'est à la fois un discours et un objet. Et c'est pour ça que Kant s'y intéressait, parce que dans une typologie du droit où ce qui comptait, c'était les formes de contrats, mais pas la nature des objets de ces contrats, le livre posait un problème particulier. Le droit réel et le droit personnel n'allaient pas de pair. Et donc, du coup, si on admet cela, un livre électronique devient plus problématique. Ce n'est plus un objet, dans la mesure où, effectivement, l'objet, c'est l'ordinateur. C'est un objet immatériel, on pourra dire. C'est ce qui est vendu comme le livre sous une forme numérique. Est-ce que c'est en même temps un objet d'une propriété personnelle? Je crois qu'on touche là d'emblée, il y a une tension fondamentale. C'est-à-dire entre, d'un côté, pour l'édition électronique, la volonté de capter dans la technique électronique les catégories qui ont fondé le droit d'auteur. C'est-à-dire le fait qu'il y a un auteur, donc que le texte est assignable à un individu, et que d'autre part le texte est suffisamment stable pour être identifiable et vendu. De l'auteur à un auditeur, de l'éditeur au lecteur, comme une entité qui est reconnaissable. Alors que, évidemment, dans le monde électronique et non pas dans le monde imprimé, ces deux questions peuvent être complètement subverties. On peut imaginer une textualité mobile, malléable, ouverte. Du coup, elle n'est plus assignable à un nom propre. Elle est une sorte de continuum
textuelle. Il y a un texte où Foucault rêvait de cela, il n'avait jamais vu peut-être d'ordinateur, mais il rêvait de cette idée que le discours pourrait être comme une série de vagues dans lesquelles chaque parole s'inscrit mais n'est plus assignée à un nom propre. C'était un peu paradoxal, puisque c'était lors d'une leçon inaugurale au Collège de France. Bon. Mais néanmoins, c'est un vieux motif, cette idée que le discours n'appartient pas ou n'est pas propriété et que la parole s'y inscrit librement, anonymement. Et deuxième conséquence, ces textes mobiles et malléables, ils ne sont plus du tout définis comme un objet d'une propriété reconnaissable. C'est comme si un champ changeait constamment de périmètre ou un objet constamment de forme. Et donc on a une tension fondamentale entre une perception du monde numérique qui serait fondée sur cette idée de la mobilité, ou la pratique, de la mobilité, de la malléabilité, de la gratuité, et puis l'édition numérique qui essaye, et réussit, mais à un certain prix, de conserver dans le monde numérique les critères qui définissaient le copyright et la propriété littéraire, et donc originalité et individualité de la création. Parce que c'est vrai que l'édition numérique aujourd'hui, c'est de manière très très majoritaire des textes homothétiques, c'est-à-dire c'est la reproduction numérique de textes qui généralement existent sous forme papier. Vous pensez que c'est dû à une résistance des producteurs, des éditeurs, ou est-ce qu'aussi en termes d'usage, il n'y a pas aujourd'hui du côté de la lecture l'usage qui correspond à ce texte que vous décriviez de Foucault, c'est-à-dire ce texte mobile, malléable, qui n'appartient à personne et auquel tout le monde peut contribuer? Oui, il y a une tension fondamentale. Je pense que la question est qu'évidemment, vous avez pleinement raison, on parle de texte numérique, mais en fait, on parle de textes numérisés ou numérisables qui ont existé, qui existent et pourraient exister dans la forme imprimée. À partir de ce constat, on pense là le numérique comme une nouvelle forme de distribution, de diffusion, d'accès, d'entités, d'unités textuelles qui sont, dans ce cas, identiques les unes aux autres. Ce qui n'est pas identique, c'est la forme de leur présentation, et c'est donc peut-être la relation avec elles. Mais dans leur contenu sémantique, dans leur contenu discours, elles sont identiques, et c'est les grands problèmes de la numérisation des collections des bibliothèques, de la numérisation des archives, et comme vous le dites, de la plus grande partie de l'édition numérique. Entre cela, et puis ce rêve pratiqué par certains internautes, ou de la malléabilité absolue, il y a effectivement une voie qui avait pu être explorée et qui était la voie de construire, alors gardons le mot, même avec ou sans guillemets, des livres numériques qui ne pourraient pas exister s'ils n'étaient pas numériques. Parce qu'ils peuvent convoquer des autres médias que le texte écrit, du son, de la musique, des images, y compris des images mobiles, et qu'il propose, soit pour la fiction et l'imagination, soit pour la démonstration et l'argumentation, une forme de livre qui serait numérique par essence et exclusivement numérique. C'était le point de départ des réflexions de mon collègue et ami Robert Darnton, qui, constatant que des livres qui étaient des livres d'érudition, ce qu'on appelle aux États-Unis les monographs, une thèse de doctorat transformée en livre, un livre sur un sujet assez étroit, une monographie au sens propre, ne trouvaient plus, y compris dans les presses universitaires, des éditeurs, et qu'une alternative pouvait être de leur donner une forme numérique. Et du coup, disait-il, mais pourquoi ne pas profiter des nouvelles possibilités pour créer des livres qui avaient des structures différentes. Une base donnée par l'essentiel de la démonstration, différentes parties qui étaient autant d'études de cas particulières, les références bibliographiques, la publication d'un grand nombre de documents qui étaient ceux étudiés par l'auteur, et pourquoi pas un espace pour les relations avec les lecteurs, la critique, une sorte de forum autour du livre. C'était une très belle idée. Elle s'est heurtée, et je rejoins votre question, elle s'est heurtée au fait que ce type-là d'objet, même sur le marché académique universitaire, n'est pas reconnu
avec la même légitimité, peut-être aussi n'est pas reconnu avec la même facilité de lecture. Et donc du coup, ces livres qui étaient, eux, nés numériques, ont eu des éditions imprimé classique, et finalement le projet, au moins pour l'histoire, n'est plus continué. C'était l'université de Columbia qui avait lancé une collection de ce type. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a donc la tension que je disais pour les éditeurs dans le monde numérique de conserver des éléments clés lors du discours du monde imprimé, elle se retrouve aussi chez les lecteurs, côté des lecteurs, pour qui l'habitude de ce lien auteur, texte, objet reste fort. C'est peut-être une des raisons, puisque en France aujourd'hui, le numérique représente à peu près 2% du marché du livre. On a coutume de dire qu'il se développe moins rapidement en France que dans d'autres pays, ou moins rapidement dans les pays latins, par exemple, oui, que dans les pays anglo-saxons. Alors que les supports de lecture aujourd'hui existent, ils sont multiples, l'offre se développe, les prix baissent. Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité propre à l'Europe ou propre aux pays latins dans ce rapport au texte et au livre qui ferait que notre culture nous pousserait moins vers le livre numérique que dans d'autres cultures? D'abord, sur le diagnostic, oui, j'ai lu que l'année dernière, aux États-Unis, dans le marché pour les livres pour adultes, 27% de livres numériques. Et le seul pays européen qui serait intermédiaire, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Alors, est-ce qu'il faut attribuer cela à une différence de tradition, la tradition protestante et la tradition catholique? Mais je ne vois pas bien pourquoi la tradition protestante ouvrirait plus facilement aux livres numériques que la tradition catholique. Il faut ce qu'il faut rapporter cela, ça vaudrait pour les États-Unis, à une très longue durée de l'histoire du Codex, qui a donc façonné les esprits, les catégories mentales, les imaginations ou les modes d'argumentation depuis les premiers siècles après Jésus-Christ, quand le livre Codex va l'emporter et donc finalement arriver au Codex imprimé, qui est l'invention de Gutenberg. Peut-être. Faut-il le lier à la structure du marché du livre et du monde de l'édition et plus généralement à un environnement numérique. Parce que là, nous discutons du livre numérisé, éventuellement du livre né numérique. Mais ce qui peut être encore un critère de différenciation entre des différentes parties du monde, c'est la numérisation du quotidien, la numérisation des rapports sociaux, des formes de commerce, la numérisation des catégories les plus psychologiques ou philosophiques, l'identité, l'amitié. Et donc, du coup, peut-être que des différences quant au marché du livre, elles sont surtout fortes avec les États-Unis, à vrai dire. Je crois que l'Angleterre est à 10%, 12%, enfin intermédiaire. Donc, situation un peu plus intermédiaire. Donc, est-ce que ce serait le fait de reflet dans le monde du livre d'une numérisation plus puissante de l'ensemble des relations humaines, relations avec l'administration, relations de type commercial ou tout simplement les relations humaines. Ce qui poserait la question des générations qui sont nées numériques dans les sociétés européennes occidentales et pour lesquelles peut-être ce diagnostic des tensions, des ambiguïtés, des compétitions perdrait beaucoup de sa validité, dans la mesure où le rapport avec des formes symboliques, que ce soit de l'écrit ou de l'image, est spontanément, immédiatement, massivement un rapport avec des écrans. Et comme ils ne sont pas forcément acheteurs de livres à l'heure actuelle, ça ne se traduit pas immédiatement, mais ça pourrait peut-être être une des clés. Je pense qu'on a beaucoup de discours, en particulier le nôtre qu'on est en train de tenir, mais je pense qu'il faudrait des études très précises. À la fois, elles existent statistiquement, sociologiquement, pour les différents milieux d'une même société et leur rapport avec le numérique, et on pourrait même dire anthropologiquement, c'est-à-dire des observations
sur comment des différences de génération impliquent des différences de relations avec tous ces écrans, le iPhone, le iPad, le PC, et des différences de mode de lecture qui mettraient en jeu, c'était notre point de départ, qu'est-ce qu'un livre? Puisqu'une autre des conséquences de cette dissociation entre l'objet matériel, le livre versus le computer, quel qu'il soit, l'ordinateur, et l'œuvre, le livre comme discours, c'est la relation entre la partie et le tout. C'est la relation entre le fragment et la totalité. Personne n'est obligé de lire toutes les pages d'un livre imprimé, mais le livre impose à celui qui en extrait des passages, des fragments, une perception corporelle, visuelle, matérielle de la totalité de l'œuvre dont cet extrait est extrait. C'est une opération qui n'est pas totalement impossible face à un ordinateur lorsque l'on vous indique que vous êtes au début, au troisième, au milieu, à la fin du livre, mais c'est une opération totalement immatérielle. Et du coup, le fragment a une tendance à devenir autonome, ce qui, à la limite, ferait que ce ne serait plus un fragment, puisqu'un fragment est le fragment de quelque chose. Et on le voit dans l'utilisation de citations totalement décontextualisées du contexte premier, c'est-à-dire l'œuvre dans laquelle elle était située. Et à mon avis, ça peut être considéré comme un danger, puisque certaines œuvres qui ont été pensées dans un monde de la totalité textuelle se trouvent ainsi démembrées et fragmentées, sans que ces fragments puissent être, ou on sente le besoin de les rapporter à la totalité. Ça peut être aussi un gage d'invention, c'est-à-dire un monde où le monde des discours, c'est un monde d'unité discrète, séparée, autonome, recomposable et recomposée. Et à ce moment-là, même le mot de fragment n'aurait plus de sens. Ça veut dire qu'il faut aussi sans doute distinguer, quand on parle de livres numériques ou d'éditions numériques, des secteurs éditoriaux qui se prêtent bien à cette lecture discontinue, fragmentée, un dictionnaire, un recueil juridique, une encyclopédie, et puis les secteurs éditoriaux qui sont au cœur de l'activité des libraires aujourd'hui, ce qu'on appelle la littérature générale, la littérature tout court, les sciences humaines, les livres d'art, les livres pour la jeunesse. Est-ce que pour ces secteurs-là, la lecture fragmentée, discontinue, peut être compatible avec ce type de texte ? Elle peut l'être. Le problème, c'est celui de l'environnement, c'est-à-dire le fait que ce lecteur de cette forme-là de livre numérique est-il aussi, ou a été préalablement, et continue à être, un lecteur des formes plus classiques, le journal, la revue, le livre dans la forme imprimée, et du coup à incorporer, à intérioriser la logique de la totalité d'une démonstration, d'une narration ou d'une argumentation, et trouve profit à ce qui peut être apporté de plus par cette forme numérique, c'est-à-dire par exemple pour un livre d'histoire, s'il en a le temps ou l'envie ou le goût, de se référer aux sources que l'historien a utilisées. Et donc du coup il se trouve aussi doté d'une capacité de critique plus forte, puisque en général un historien fait des citations. Personne ne peut contrôler les citations dans leur littéralité. Bien sûr, il n'y a pas de raison qu'elles soient erronées, mais une citation, c'est déjà donner une interprétation d'un texte en extrayant quelque chose. Et donc, du coup, là, le lecteur se trouve devant une capacité de lire ce que l'historien a lu. Ce qui n'est pas le cas dans un livre imprimé. C'était un des rêves ou des idées de Robert Danton. Cela pourrait être très différent pour des lecteurs exclusivement ou quasi exclusivement numérique, pour qui cette question n'aurait peut-être même à la limite pas de sens, et où que la textualité dans sa totalité est constituée par cette série de segments, pour ne plus dire fragments, mais de segments juxtaposés, mobilisables, mobiles, et donc peut-être que le même livre numérique que vous évoquez peut avoir des lectures ou des significations très différentes en relation avec le monde de lecteur dans lequel il s'inscrit ou s'inscrira. Mais à l'heure actuelle, vous avez raison, le problème c'est de comprendre cet écart entre d'un côté le fait qu'à part nos exemples américains et éventuellement anglais, le marché du livre est toujours en dessous de 5%, dans tous les pays européens, 4%, 2% pour la France, et en même temps, les institutions
du monde de l'imprimé, qui fait les 95 ou 98% du marché du livre, se trouve en difficulté, en crise, menacé, inquiète, que ce soit le journal dans sa forme imprimée, la bibliothèque dans ses collections traditionnelles, et peut-être, c'est l'objet de notre rencontre, la librairie. Et donc, du coup, il y a là une difficulté de compréhension, de mettre ensemble des indicateurs qui vont dans des sens assez opposés. L'un qui pourrait rassurer, Umberto Eco a l'habitude de dire que le livre ne disparaîtra jamais, il y a dans l'essence du livre imprimé, il y a de telles commodités et facilités que... mais pourquoi ? Il n'y a pas de raison d'avoir ce diagnostic-là, tout en reprenant, comme il le dit pour le justifier, la distinction que vous avez introduite entre des livres de consultation, dont évidemment la forme électronique permet, d'une part, d'éviter d'avoir à, comme il disait, pour acheter une encyclopédie, ce qui est le plus embêtant, c'est pas l'encyclopédie, c'est d'acheter la maison dans laquelle on la met contre le mur. Donc il y a une économie d'espace, une actualisation permanente, et il y a une forme de recherche immédiate. Donc les livres qu'on consulte, il n'y a pas de raison de penser que, sauf pour certains critères qui sont des critères externes à la lecture, dans certains milieux populaires, par exemple, l'idée d'avoir l'encyclopédie dans sa forme matérielle est quelque chose d'important. C'est un investissement affectif, et aussi économique d'ailleurs, important. Mais or, cette relation-là au livre, il n'y a pas de raison de penser que le livre qu'on consulte ne sera pas de plus en plus, s'il ne l'est déjà, numérique. En revanche, le livre qu'on lit, comme il dit, pour ces lecteurs qui ont été façonnés par les critères dont on a parlé, auteur, originalité de l'œuvre, propriété littéraire, lien entre le discours et l'objet, la résistance est forte, mais en même temps, c'est une résistance qui s'accompagne et est accompagnée de cette inquiétude ce que j'appelle des institutions de la culture imprimée. C'est vrai que les librairies, même si nous avons plusieurs centaines de libraires qui vendent des textes numériques ou du livre numérique, la librairie est quand même avant tout physique. Elle est physique parce que la librairie est un lieu physique, elle est physique parce qu'elle vend des livres physiques, et puis elle est physique parce qu'elle est organisée autour d'une relation incarnée entre un libraire, des lecteurs, des clients. Et donc il y a de l'inquiétude, il y a des interrogations, et en même temps on constate une forte résistance, une résistance inattendue pour beaucoup, des librairies indépendantes, des librairies physiques. Donc une attente, une demande des lecteurs, du public, vis-à-vis à la fois de ces lieux physiques où se joue une relation au livre physique et à des personnes incarnées. Donc comment vous lisez ces évolutions qui sont un peu à rebours de ce que l'on pouvait attendre, c'est-à-dire que le physique résiste vraiment bien. Est-ce que ça peut être aussi l'une des raisons pour lesquelles le développement du numérique dans un pays comme la France est plus lent que prévu? Oui, le fait que l'on achète des livres imprimés n'implique pas que l'on ne les achète pas ou qu'on ne les achètera pas dans le monde numérique. Et alors, votre diagnostic m'a attiré mon attention parce que, effectivement, depuis sans doute une dizaine d'années, sinon plus, il y a cette résistance de la librairie, en particulier de la librairie indépendante, dont le marché du livre est toujours autour de 18%. On peut penser que c'est beaucoup, on peut penser qu'il y a aussi de fortes concurrences qui ont installé depuis cette même dizaine d'années des alternatives. Alors, les plus classiques, on les connaît, c'est des grandes surfaces, soit spécialisées dans des objets culturels, soit qui ont des secteurs culturels à l'intérieur de la grande diffusion. Et le très intéressant, c'est la progression de la vente numérique des livres imprimés. Là, vous parliez de la vente en librairie de livres numériques, l'inverse. Et cette progression, elle est forte, puisqu'on est arrivé quasiment à 18% l'année dernière, plus ou moins. Et alors qu'on partait évidemment de rien. Les statistiques commencent à noter cette vente numérique de livres imprimés à partir de 2004, 2005, ou même un peu après, non? Un peu avant. Un peu avant, mais très faible. Au début, c'est même pas 1%, oui.
Donc, grande progression. Et on pourrait penser, et on l'a souvent dit, que cette progression, elle ne pouvait s'exercer qu'aux dépens de la librairie, et ce n'est pas le cas. Elle s'est exercée aux dépens de la vente par les clubs et de la vente par courtage, qui est pratiquement épuisée. La question de l'avenir pour la librairie, c'est de savoir si cette progression continue, aux dépens de qui elle va s'exercer. Est-ce qu'elle va s'exercer aux dépens des grandes surfaces, quelles qu'elles soient, ou est-ce qu'elle saurait, et ce serait la chose la pire, s'exercer aux dépens de la librairie indépendante? Une raison ou un espoir, et une politique aussi, pour espérer que ça ne soit pas la deuxième hypothèse, c'est le fait que, comme vous le rappelez, la librairie a des fonctions, des rôles particuliers. Si on avait le temps, je citerais une pièce de Corneille, qui va le faire d'ailleurs, qui s'appelle La Galerie du Palais, qui est de 1638-39, et qui se passe pour partie dans les librairies qui étaient dans la Galerie du Palais. C'est le palais de justice, où il y a la Sainte-Chapelle à l'heure actuelle. Et il y a un dialogue qui s'installe entre un libraire et deux jeunes aristocrates qui viennent visiter. Et sur quoi porte ce dialogue? Premièrement, le libraire leur dit: est-ce que vous seriez intéressé de voir ces nouveautés? Est-ce que vous seriez intéressé par tel ou tel domaine? Donc, une proposition, un guide, une indication de ce qu'il a reçu, de ce qui est nouveau, de ce qui peut les intéresser. Ensuite de quoi, il y a un dialogue entre les deux jeunes nobles qui sont dans la librairie et qui portent sur les genres à la mode, pourquoi les poètes sont tous maintenant enthousiastes pour écrire des pièces de théâtre. Ils feuillettent des livres, ils regardent des titres. Et à la fin, l'un des trois commande 3 livres en demandant qu'on les porte chez lui. C'est donc déjà au début du XVIIe siècle, certains des rôles qui sont aujourd'hui le prix de la librairie et qui peut-être expliquent la résistance. C'est-à-dire le libraire comme quelqu'un qui a, dans cet ordre ou désordre des discours, des connaissances, et qui donc peut guider, indiquer, accompagner le lecteur, et donc du coup d'entamer un dialogue avec lui. C'est d'autre part la librairie comme un lieu de sociabilité, c'est-à-dire un lieu de l'espace public, dans lequel on peut trouver ce qu'on ne cherche pas. Et un des grands contrastes entre le monde numérique, qui permet de trouver peut-être plus rapidement ce que l'on cherche, c'est que dans ce monde-là, il est beaucoup plus difficile de rencontrer par hasard ce que l'on ne cherche pas. La preuve, c'est que si vous achetez numériquement un livre sur Carthage, on va vous donner Amazon. Monsieur Amazon va vous faire apparaître les autres livres sur Carthage qui vont inéluctablement vous intéresser. Quand vous avez affaire à un journal numérique, c'est une lecture thématique, par rubrique. Politique internationale, Espagne, élections, Podemos. Bon. Donc c'est un monde dans lequel on peut trouver facilement, aisément, massivement ce que l'on cherche, ou ce qui est proche de ce que l'on cherche. Le monde de l'imprimé, aussi bien dans la page du journal, qui est un voyage, et combien de fois on lit des articles qui apparemment n'avaient aucun rapport avec ce qu'on cherchait, ses propres intérêts. Et la librairie, c'était exactement ça. Vous entrez pour acheter la critique de la raison pure de Kant et vous partez avec 3 livres de poésie et un guide de voyage sur Florence. Donc, il y a là une autre fonction, c'est-à-dire la fonction de la proposition, mais qui n'est plus la proposition du libraire, qui est la proposition de la librairie, par ses catégories, ses classements, sa manière de montrer les livres, et qui amène, par la juxtaposition, à trouver plaisir à ce que l'on ne cherche pas et à ce que l'on ignorait. C'est la même leçon pour les bibliothèques, c'est-à-dire qu'au moins les bibliothèques où vous avez un libre accès au rayon, combien de fois on rencontre des livres dont le titre était absolument inconnu, par proximité dans les catégorisations des classifications bibliographiques. Donc je crois que ça c'est un deuxième rôle qui va de pair avec le premier, le rôle de libraire, le rôle de la librairie, et qui est un rôle finalement de guide, d'apprentissage, de maniement de la culture écrite. Et en même temps, le conseil, l'avis et la surprise, la découverte purement individuelle. Et le troisième rôle, je crois, qui est important et qu'on voit dans la galerie du Palais de Corneille, c'est la librairie, c'est un lieu de la parole. C'est-à-dire que par rapport à le monde électronique, qui est un monde très largement d'un rapport
de muet avec les informations qui arrivent, ce qui est différent évidemment des formes d'une conversation, mais c'est une conversation qui en général est une conversation par la médiation de l'écrit, ou de l'écrit devenu texto, ou réduit à cela. La librairie, c'est un lieu où s'échange de la parole à partir de l'écrit. Alors c'est cette parole du libraire et du client, c'est la parole des clients entre eux, Tout à fait. soit qu'ils se connaissent, soit qu'ils ne se connaissent pas. C'est la parole organisée lorsque le libraire organise des présentations de livres sous une forme de dialogue, de conversation. C'est la parole qu'on a perdue pendant longtemps, c'est-à-dire la lecture au sens propre, par l'auteur de son œuvre, en particulier pour la poésie, qui était une très grande forme de diffusion des textes au XIXe siècle, et en particulier dans les cultures américaines ou anglaises. Si on dit a lecture, c'est une lecture. Et quelqu'un qui fait comme forme de publication, première publication ou publication accompagnant la publication imprimée, la lecture à haute voix de l'ouvrage. C'est une autre raison de dire que les librairies sont un lieu de l'espace public et un lieu dans lequel se conserve cette idée de la parole, de l'échange de paroles à partir de l'écrit, nourri par l'écrit, sur l'écrit, critique de l'écrit. Et je pense que c'est de ce point de vue-là, une institution absolument fondamentale. Ça veut dire que les librairies ont en charge des fonctions qu'elles faisaient peut-être sans en avoir toujours complètement conscience, qui sont exigeantes. Parce que notre portrait, là, ne doit pas être porté trop dans des couleurs roses ou bleues, ça pose beaucoup d'exigences. Dans la mesure que ce qu'on vient de dire là, fait que dans les librairies, la masse salariale est plus élevée que dans la FNAC ou que dans d'autres lieux où on vend des livres, puisqu'il y faut des gens compétents, il y faut une présence humaine, et il faut des organisateurs de cela. Et deuxièmement, il faut évidemment aussi des espaces. Et un des problèmes des librairies, me semble-t-il, c'est le problème des loyers dans les centres urbains. Et c'est pour ça que je disais des politiques, parce que devant ces difficultés objectives, donc la masse salariale à respecter, les loyers à payer, éventuellement les frais de transport, qui sont une autre question importante pour la librairie, il y a des décisions à prendre. Certaines sont des décisions de type commercial et elles appartiennent aux libraires. D'autres sont des décisions de type collectif et elles appartiennent au pouvoir public, quel qu'il soit. S'ils acceptent notre description ici, il faut faire quelque chose qui la rende possible. Et donc, on le voit. Mais c'est toujours une situation fragile. Des aides à la librairie, à la fois pour la question des aides pour les loyers et pour les locaux, et d'autres formes d'aide. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Moi, je travaille sur le XVIe siècle, donc les libraires avaient moins de problèmes que maintenant. Peut-être ils en avaient d'autres, mais bon, il ne fallait pas vendre des livres interdits. Ça, c'était plus embêtant. Voilà, bon. Alors, on est devant, là, l'idée de... Sans doute les raisons de la persistance, de ces 18% très stables, de cette résistance à la vente électronique, et en même temps de ce qui pourrait être mis en péril, et qui exige des précautions, et qui exige des politiques. Donc je pense qu'il y a là une réponse, mais je pense que rien ne serait plus triste, comme on le voit dans les pays, les États-Unis, parce que progression du livre numérique, progression de la vente numérique du livre numérique, et situation catastrophique des librairies, même les plus grandes. J'avais lu récemment dans un article brésilien, un écrivain brésilien qui voulait retourner à New York et se précipitait dans les lieux qu'il avait fréquentés, qui étaient les grandes librairies, Rizzoli, Gotham, et chaque fois il arrivait, soit c'était un magasin qui vendait des vêtements, soit c'était le bâtiment était fermé. Et le premier mot du texte était cauchemar, pesadelo. Et donc il y avait là une expression très forte de cette grande tristesse qui pourrait nous saisir, nous. Peut-être que d'autres générations de lecteurs ne partageraient pas ce sentiment de tristesse.
parce que leur monde et l'incorporation du monde a été faite sur d'autres, est en train de se faire sur d'autres modèles, et dans lequel on peut avoir 250 amis sur Facebook, où on peut avoir une conversation qui n'a plus nécessairement raison de l'oralité, qui n'est plus nécessairement liée à l'oralité, où on est content que l'on vous dise de trouver ce que vous avez déjà cherché et ce qui en est proche. On ne peut pas non plus projeter nos propres attentes ou craintes ou anxiétés, comme si elles étaient universelles. Mais tant que nous vivons, il faut bien leur répondre et à partir de ce moment-là, s'adresser au pouvoir public pour qu'ils aident à ce qu'elles puissent être respectées. Merci beaucoup, M. Chartier, et notamment votre approche et votre discours, votre vision de la librairie. Je trouve que la proposition du libraire, la proposition de la librairie, et puis cet espace d'échange de la parole. Et vous avez raison de dire que les libraires doivent être conscients d'à la fois ce rôle qu'ils jouent et des exigences que ces différentes fonctions posent. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous, c'était un plaisir.